Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille Justice Enfance sur RLP 102.3, un direct toujours ce soir, un direct depuis Coulommiers-Chamiers, depuis Périgueux, avec ce soir Coralie Mollet. Coralie, bonjour. Bonjour Monsieur Lambert. Bonjour, Stéphane, s'il vous plaît. Me faire me sentir très très vieux tout d'un coup, là, mon Dieu, au secours. Bon, donc Coralie Mollet, qui est psychologue, toujours. Donc on fait notre série de psychologues locales, mais vous allez voir, il y a du contenu, il y a des choses à aller regarder. Coralie, pouvez-vous nous dire un petit peu qui vous êtes, quel est votre métier, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier, enfin, qui est Coralie Mollet aujourd'hui, dites-nous. Donc je suis Coralie Mollet, je suis psychologue clinicienne, effectivement. Donc j'ai été formée à l'université de Toulouse, à l'université Jean Jaurès. C'est un petit peu la curiosité de la psychologie qui m'a amenée à étudier la psychologie. C'était volontaire. C'était volontaire, c'était pas pour régler quelque chose de personnel, mais vraiment pour aller comprendre les autres. Non, du tout. Ça partait pas du tout de là. C'était qu'est-ce qui pourra me plaire à travers la chance de pouvoir faire des études. C'est la psychologie qui ressortait parmi. Vous avez aimé faire ça. Tous les choix. Là, quand vous en parlez, c'est un truc que vous avez aimé. Ça. J'ai beaucoup aimé étudier et j'apprécie et vous aimez toujours. Continuer de me former, d'étudier, c'est bien quelque chose qui m'anime beaucoup en tout cas. D'accord. Donc un Master 2 ? Un Master 2 en psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé, effectivement. D'accord. Et avec une spécialisation donc, en gérontologie, donc la psychologie du vieillissement. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, vous venez nous voir, à ma demande d'ailleurs, parce qu'on va parler aujourd'hui du couple. On va parler du couple. On va parler du couple. Quels sont les principes, les fonctionnements, les modes de fonctionnement de l'humain pour se mettre en couple, pour en rester, parfois pour ne plus y être. Voilà. Donc, on va regarder tout ça. Donc, comment on fait couple ? Ça se passe comment ? C'est de la chimie, là ? C'est quoi ? C'est de la magie ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est magique, effectivement, de faire couple. En tout cas, ça passe avant tout par une rencontre. Rencontrer l'autre et tout ce qui se joue quand on rencontre l'autre, tout ce que l'on peut éprouver, ressentir et tout ce qu'on peut effectivement, à travers l'autre, percevoir aussi, qui fait qu'on se sent bien. Je crois que c'est avant tout ça, faire couple, dans un premier temps en tout cas. Et puis ensuite, c'est savoir comment on évolue ensemble et comment on va faire en sorte que le challenge de rester ensemble, si on le souhaite en tout cas, ça va fonctionner. Parce que qu'est-ce qui se joue du lien que l'on crée l'un à l'autre ? Bien sûr, et justement, comment on crée ce lien ? Comment est-ce qu'on arrive à accepter que quelqu'un rentre dans notre sphère intime, que normalement on ne dévoile pas à tout le monde, On a naturellement une espèce de carapace, avec des épines, des flèches, des arcs, des couteaux et tout. Alors effectivement, cette carapace, elle est un petit peu différente pour chacun d'entre nous et vrai. Plus ou moins prononcée en fonction de ce qu'on a vécu par le passé. Exact. Et tout d'un coup, quelqu'un se met de l'autre côté de la carapace, là où on est vulnérable et on laisse rentrer. Alors, pas toujours, effectivement. C'est tous les enjeux et toute la difficulté. En fonction de ce que la personne va avoir rencontré par son passé, cette carapace, elle est parfois difficile à franchir. Et c'est même souvent aussi pour les personnes que je peux rencontrer dans le cadre de ma pratique, ce qui va un petit peu mettre à mal Oui, parce que le vous êtes en libéral, vous avez un cabinet, vous êtes en libéral. Oui, je suis à la fois salariée et libérale, effectivement, sur Périgueux et aux alentours. Et effectivement, cette carapace, elle va parfois poser problème parce qu'on n'accepte pas toujours que l'autre aille de l'autre côté de cette carapace, ou en tout cas, cette résistance, elle est aussi importante pour la personne car elle peut la protéger de ce qu'elle a vécu par le passé. Et pour pas que ça recommence. Donc tout le travail, c'est aussi effectivement de laisser la place à l'autre pour pouvoir faire couple. En tout cas, quand il y a eu des traumas ou quand il y a effectivement de la résistance de par notre système d'attachement aussi, en fonction de ce que l'on a pu vivre dans notre système familial ou bien même sur des précédentes rencontres ou bien dans d'autres systèmes, en tout cas, ça peut être à l'école ou bien chez la nourrice, je sais pas, dans tous les systèmes que l'enfant a pu rencontrer, en tout cas. Le système d'attachement, si j'ai bien compris, ça commence très, 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 très tôt. Ah, ça commence très, très tôt, effectivement. Ça commence dès la naissance et puis... même parfois un peu avant, d'ailleurs. Oui, même parfois un peu avant, effectivement. Ça peut commencer, effectivement, avant. Ça, c'est le cas. En tout cas, c'est comment on accueille l'enfant et comment on lui donne, comment on va répondre à tout ce dont il a besoin pour pouvoir se sentir sécure.
En tout cas, c'est quelle personne d'attachement, quelle personne référente va être là pour l'enfant et va le sécuriser dans ses besoins, qui va l'amener ensuite, cet enfant, à avoir confiance en l'autre et à pouvoir s'ouvrir justement, ou bien ne pas trop montrer cette carapace. Parce qu'effectivement, faire couple, on parle de personnes d'âge mûr, enfin disons qui sont matures, enfin qui ont l'âge de faire couple en fait, mais cette rencontre, cette problématique, les racines remontent très très loin, parce que si j'ai bien compris, ce qui se passe dans l'enfance, ce qui se passe au niveau de ses propres parents, influence la façon dont on va se comporter, dont on va faire couple. Exactement, on parle là des modèles interne-opérants qu'a pu développer Bowlby dans sa théorie de l'attachement. Et effectivement, ce que l'on observe autour de nous va créer en nous tout un système d'apprentissage, de représentation affective et comportementale qui vont après avoir un rôle dans comment on va se comporter avec l'autre et comment on va créer une relation d'attachement à l'autre. D'où l'importance d'avoir, lorsqu'on est enfant, des relations sécures, fiables, pérennes et stables, si j'ai bien compris. Exactement. C'est en tout cas important que l'enfant puisse avoir une personne référente qui peut évoluer au cours du temps, mais en tout cas une personne qui un va triptyque, faire... Ils m'ont tous dit que l'enfant était un triptyque, lui plus 2 référentiels. Ça peut effectivement 2 référentiels ou en tout cas une personne ou un couple qui vont sécuriser l'enfant et répondre à ses besoins dans l'idée un petit peu d'une barque qui ne bouge pas, qui est là, qui est solide, et peu importe ce qu'on va explorer autour de soi, cette barque, elle sera là. Oui. Toujours de manière fiable, un cocon qu'on protège pendant qu'il se développe et puis dont les parois s'éloignent au fur et à mesure qu'il croît. C'est ça, exactement. En fait. D'accord, bon, très bien. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, le couple, on a vu que les racines vont dans l'enfance, notre enfance influe sur la façon dont on va effectivement nous gérer notre couple. Mais vous m'avez dit qu'il peut y avoir des problématiques aussi, il y a des points aussi qui restent à évoquer. Oui, alors effectivement, c'est, je crois, tout le challenge actuel, c'est comment faire durer un couple. Oui, surtout aujourd'hui, en Occident. Où les choses vont parfois très vite et où effectivement il faut que tout aille bien tout de suite. C'est aussi un petit peu dans cette idée où... C'est la culture de l'instantanéité. Exactement. Ou en tout cas dans cette idée que face à un conflit, comment on va faire pour le résoudre et comment on va faire pour s'entendre et se mettre d'accord sur la façon dont on fait couple. Quel est finalement notre contrat de couple face à quelque chose auquel on est confronté ou on n'est pas d'accord. Et oui, parce que maintenant on n'est plus seul à décider, on est 2. On est 2, tout à fait. Oui. On est 2. Dans les cas normaux, mais dans la plupart du temps, on est 2. Oui, après, on pourrait effectivement... une époque bizarre, mais on va s'entendre. Ou en tout cas, on pourrait effectivement se dire qu'aujourd'hui, faire couple, c'est aussi un choix, en tout cas, un choix structurel. Est-ce que c'est un besoin psychologique ? Est-ce qu'on est fait pour ça ? Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'on est fait pour être en couple ? Est-ce que l'être humain est fait pour faire couple ? Oui. C'est une bonne question. Je crois que la rencontre, l'être humain est un être social. L'être humain a besoin de l'autre pour exister. Il a besoin de se sentir vu. Il a besoin de se sentir regardé pour exister et pour effectivement vivre et avoir toutes ces pulsions qui l'animent. Est-ce que ça doit passer obligatoirement par le couple, je ne sais pas, ça va dépendre effectivement de toutes les stratégies que l'on va mettre en place aussi pour pouvoir se sentir aimé. On n'est peut-être pas obligé de se sentir aimé par quelqu'un avec qui on fait couple. Ah, c'est profond ça. On peut ne pas se sentir aimé. Oui, mais alors c'est pas parce qu'on ne se sent pas aimé qu'on ne l'est pas. C'est pas parce qu'on ne se sent pas aimé qu'on ne l'est pas aimé. Oui. Oui, tout à fait. C'est dans ce que l'on éprouve, en tout cas, vis-à-vis de l'autre. Parce qu'on ne sait jamais effectivement ce qu'éprouve l'autre. Il y a toujours cette complication. Je ne sais pas ce que tu as compris, mais moi je sais ce que j'ai dit. Et puis il y a plusieurs étapes en fait dans la transmission d'informations. Et être couple, c'est aussi... Savoir communiquer et se faire confiance. Voilà.
Effectivement. Savoir communiquer et se faire confiance. Et donc, c'est aussi savoir, en tout cas, faire des choix structurels sur quel est notre contrat de couple, qu'est-ce que l'on veut pour l'un et pour l'autre, comment on peut s'épanouir individuellement parlant aussi. C'est avant tout faire couple de personnes qui se réunissent et qui sont individuelles, qui sont elles-mêmes de base, et c'est aussi qu'est-ce qu'on définit ensemble pour ne pas aller trop loin dans nos limites, pour rester confortable dans notre couple. Est-ce que c'est vrai que plus une relation est fusionnelle et plus elle est petite dans le temps, ou est-ce que c'est un cliché ? Est-ce que c'est vrai ? Je crois que rien n'est vrai ou que rien ne faux et qu'effectivement, il y a beaucoup de... ou un cliché, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'une fusion, effectivement, c'est ce qu'on appelle la lune de miel, c'est quand on se rencontre. Passion, la grande passion, c'est très passionnel et cette fusion, elle va effectivement évoluer au fil du temps, mais on peut fusionner aussi de manière différente qu'à travers la pulsion et c'est tout l'enjeu de l'évolution de couple. Et puis, on voit aussi chez le couple qui vieillit que cet attachement devient tendresse et dans le prendre soin l'un de l'autre. Oui, et parfois plus qu'on ne l'imagine, parce qu'ils disent elle m'embête, il m'embête, il est pénible, mais on peut pas les séparer plus de 2 heures, c'est impossible, et ils peuvent pas prendre une décision sans en parler ensemble. Donc il y a un travail qui se fait sur la durée. Oui. Et comment on fait pour durer ? Comment on fait pour durer ? On communique. On prend en compte les besoins de l'un et de l'autre. On va aussi prêter attention, je crois, au développement, à l'évolution, parce qu'on change au fur et à mesure du temps, en fonction de nos expériences de vie. Et je pense qu'un couple, c'est aussi sur une durée, et une personne qu'on va rencontrer à un moment donné ne sera peut-être plus la même de par les expériences de vie qu'elle va rencontrer. Nous évoluons tous. Nous évoluons tous. Et c'est comment on va aussi continuellement s'adapter de cette évolution de l'autre. Est-ce que c'est pas préférable parfois de connaître les gens depuis longtemps ? Est-ce que ces enfants qui se sont rencontrés à l'école, qui se marient après, donc qui se sont vus grandir, n'ont pas une meilleure connaissance l'un de l'autre que les rencontres instantanées qu'on voit parfois avec des... Je me demandais, moi, si ces gens ce brassage de population qui bougeait beaucoup plus, c'est plutôt l'instantanéité, n'était pas une espèce d'explication du taux de divorce qu'on avait en Occident ? Alors, l'enjeu de se rencontrer, je crois, jeune et effectivement de se connaître l'un et l'autre peut aussi être risqué dans le fait où nos besoins évoluent aussi au fur et à mesure de temps. Et la raison pour laquelle on a été en couple avec une personne à un moment donné peut ne plus être satisfaisante ensuite, parce que le fait de s'être rencontré et d'avoir répondu aux besoins de l'un et de l'autre, s'étiole peut-être aussi avec le temps et ça peut aussi amener à l'idée de se séparer. Je crois aussi que peu importe le moment où on rencontre un individu ou une personne, et peu importe l'âge finalement, on apprend à se connaître aussi de nos expériences passées et on va s'enrichir de ça l'un et l'autre pour pouvoir aussi mieux se connaître dans notre système d'attachement et dans ce dont on a besoin pour l'avenir ensemble également. Vis-à-vis effectivement de cette idée que les rencontres puissent être instantanées, je pense que les enjeux sont différents et que c'est aussi un choix que de faire une rencontre instantanée. Je ne sais pas très bien ce que vous appelez finalement rencontre instantanée. Comment vous le définiriez ? J'ai rencontré ma femme le lundi, elle m'a présenté un appartement le mercredi, elle est venue s'installer chez moi le vendredi, elle est déjà repartie. D'accord. Une rencontre instantanée. Oui, comme Tex Avery, là, avec le loup, la langue qui sort et tout, c'est comme ça. Voilà. Oui. Tout à fait. Et 6 ans après, on a divorcé en s'étripant comme on s'était jamais tripé avant sur Terre. Enfin, on a fait vraiment tout ça comme il faut. Mais la rencontre a été vraiment très forte. Voilà. Oui, alors c'est intéressant en tout cas de venir peut-être se questionner sur pourquoi à ce moment-là vous aviez besoin d'aller vite l'un et l'autre, effectivement. Je sais pas. Mais c'est inexplicable parce que on peut passer un chemin de vie durant plusieurs années et puis on va avoir une attirance pour personne et puis tout d'un coup, paf, une étincelle va jaillir. Oui. Quelle est cette magie de l'étincelle ? Comment on fait ?
Il s'agit aussi d'avoir la chance de pouvoir la vivre, cette étincelle. Oui, je crois et vous aussi, avez il y a eu un la côté chance aléatoire, de vous saisir de ça pendant ces 6 années. Oui, il faut savoir saisir l'opportunité, oui, absolument. Oui. Se donner la chance de la rencontre. D'accord. Bon, mais l'instantanéité, effectivement, c'est ça. Et je me demandais si l'instantanéité, qui va très très haut dans les émotions, ne provoque pas justement... c'est comme quelque chose qui brûle trop vite, parfois, peut-être, non ? Alors, quelque chose qui brûle trop vite, ou en tout cas dans cette idée d'être finalement déçu de l'évolution, de la suite, dans des attentes qui auraient été différentes. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que vous travaillez en gérontologie. Oui. Si vous passez du temps auprès de personnes qui sont en fin de vie, elles se confient à vous. Oui. Et je suppose qu'elles aussi, elles ont une expérience de vie et elles doivent parler d'amour. Oui. Elles doivent parler de couple, d'enfants, de cette aventure à plusieurs. Elles doivent parler lorsqu'elles ne l'ont pas eu. Peut-être que certaines personnes vont dire avoir des regrets, certaines personnes vont en parler. Donc ces personnes-là qui sont des gens aujourd'hui qui ont 80, 90 ans, donc qui sont du XXe siècle, là c'est presque les boomers, le début des boomers, voire les gens qui sont nés un petit peu avant la guerre. Quelle vision ils avaient du couple? Elle est différente de la nôtre. En tout cas, ils ne faisaient pas toujours couple de la même manière, dans l'idée où les choses étaient peut-être aussi instantanées, finalement. Le mariage... Ils se choisissaient quand même. Alors, ils se choisissaient pour ceux qui ont eu la chance de se choisir. En tout cas, il y a eu des histoires, j'ai eu des témoignages et des histoires de vie de personnes qui, effectivement, n'ont pas toujours eu la chance de se choisir. Ils étaient destinés à se marier parce que enfants du village et parce qu'il fallait se marier ensemble. Donc, les choses allaient parfois aussi très vite pour eux. Jeune fille, elle pouvait, une dame qui témoigne que jeune fille, elle s'est retrouvée mariée sans forcément comprendre tous les enjeux du mariage aussi. Donc il y a eu aussi une forme d'instantané pour elle. Qui comprend vraiment les enjeux du mariage quand il se marie? Non mais soyons francs. Pardon, mais bon. Qui sait vraiment dans quoi il s'engage, hein? C'est pas pour rien qu'on leur fait une fête là, leur disant allez-y, voilà. Bon, pardon. C'est vrai, ça peut aussi effectivement renvoyer à ça. En tout cas, effectivement, il témoigne de beaucoup d'amour. Oui. En tout cas, sur des relations qui ont pu durer et où ils ont pu vivre ensemble de nombreuses épreuves, être dans le partage, créer une famille, effectivement. Surtout qu'en plus, c'est des générations ont resté ensemble longtemps. Oui. On restait ensemble longtemps et où bien souvent, c'est la maladie ou la fin de la vie qui nous sépare. On reste ensemble longtemps parce qu'il faut rester ensemble face à la vie et face à ce qu'on peut vivre ensemble. Et on sent beaucoup de pudeur aussi dans le témoignage finalement qu'ils peuvent faire de leur couple. Il y a quelque chose de très intime qui peut-être manque un petit peu dans ce que... on peut voir aujourd'hui de ce qu'est un couple, cette pudeur, cette intimité. Ils se sont vraiment montrés l'un à l'autre, hein. Ils se sont vus agonisants, malades, mal peignés, avec des hauts, des bas, beaucoup plus que nous, parce que nous, dès qu'il y a un petit problème, on en change, voilà. Eux, ils ne changeaient pas. Non. Donc, et d'ailleurs, mes grands-parents me disaient le secret, ils disaient non, notre secret pour rester ensemble, c'était leur grand truc là. Ils ont aussi des secrets pour rester ensemble sur la durée qu'ils vous ont dit? Non. Souvent, ils trouvent même que c'est une question un petit peu bateau, où ils s'en moquent quand je pose la question. Oui. D'accord. Ils s'en moquent pas de la question, ou en tout cas, ils se moquent que je puisse poser cette question. D'accord, ça leur paraît évident. Ça leur paraît évident, ou en tout cas, il fallait faire ainsi. Il fallait rester ensemble, et il fallait faire face au quotidien ensemble. D'accord, il y avait une notion d'obligation. Pas forcément d'obligation. De pression sociale. Non plus. Ou peut-être parfois, effectivement, mais dans les situations auxquelles je pense, c'était l'idée qu'on ne remettait pas en question l'idée d'être ensemble. On était ensemble, on était mariés et on faisait les choses ensemble. Ou en tout cas,
On faisait en sorte que ça puisse fonctionner et en sorte de pouvoir apporter tout ce dont la famille avait besoin. Peut-être qu'on mettait moins de place pour l'ego? Oui, je crois, ou en tout cas, souvent quand même, les femmes et les hommes que je peux rencontrer témoignent qu'ils se sont un petit peu mis de côté. Et quand je présente qui je suis en tant que psychologue, « Ah, mais vous savez, tout ça, on s'en préoccupait pas. On ne se posait pas la question de comment on allait. Il fallait faire les choses. » Il fallait faire et il fallait avancer. Exactement. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Coralie Mollet, psychologue avec nous, qui exerce en libéral aussi sur Périgueux. On mettra vos coordonnées, votre site éventuellement. Il y aura un podcast YouTube, ne le manquez pas, likez la vidéo, tout ça et autres. Dites-moi, puisqu'on parle du couple, là, donc vous l'avez étudié, je pense, à l'école. Sociologiquement, vous l'étudiez en EHPAD auprès des personnes en fin de vie qui vous en parlent beaucoup. Vous avez votre expérience personnelle, vous avez les gens qui viennent vous voir en cabinet. Donc ça fait comme un éventail. C'est aussi pour ça qu'on peut en parler ensemble et autres. Y a-t-il des différences sur les générations aujourd'hui? Est-ce que c'est la même chose que dans les années 30? Non. Les enjeux sont bien différents. Oui. J'évoquais tout à l'heure l'idée que le grand challenge de nos jours, c'était l'idée de durée, qu'une relation puisse durer. Et effectivement, donc dans cette idée où en tout cas, je crois que la grande différence, c'est tout ce choix, justement, que l'on évoquait tout à l'heure, le choix émotionnel. Est-ce que je fais le choix de m'attacher à cette personne et comment je veux m'attacher à elle? Le choix structurel, qu'est-ce que j'ai envie pour mon couple? Où sont les limites que je veux fixer? Je crois qu'il y a une forme de liberté que la société actuelle propose dans la liberté du choix de faire couple, et que cette liberté peut mettre aussi à mal certaines personnes parce qu'elle fait peur, cette liberté. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, de manière contemporaine en France, il n'y a jamais eu aussi peu de mariages, il n'y a jamais eu aussi peu de couples en fait dans les jeunes générations? Peut-être que cette forme de mariage que l'on connaît n'attire plus ou fait peur. On voit maintenant des jeunes femmes qui disent qu'elles ne veulent pas faire d'enfants. Oui. On en parlait un petit peu avant en off. C'est une grande surprise parce que à l'époque où on allait en boîte, parce qu'à votre époque c'était comme ça qu'on se rencontrait, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas ce genre de choses, donc il y avait des endroits de nuit comme ça où les gens allaient transpirer un peu ensemble sur de la musique, qui était dans des lieux qui étaient dépositaires d'ailleurs de la musique. C'est clair qu'il se passait certaines rencontres, mais on avait tous en arrière-plan l'idée de faire une famille. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas. Alors l'envie de faire une famille, elle fait partie de nous ou c'est un acquis social? C'est de l'inné ou c'est de l'acquis? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais qu'aujourd'hui, on a le choix et la liberté de choisir et de penser ce que l'on veut pour soi. Et qu'effectivement, cette pression du modèle sociétal que c'est que de faire couple et de créer une famille, ce n'est plus du tout les mêmes enjeux ou les mêmes attentes de la société. Oui, les modèles sociétaux évoluent et changent. Et oui, je pense que il y a autant d'individus que de choix de vie et qu'aujourd'hui, on a le droit d'exprimer ce que l'on veut pour sa vie sans répondre aux attentes ou aux modèles qui ont pu jusqu'à présent être un petit peu les normes ou les standards. Et c'est pas un petit peu la prise de pouvoir de l'ego, ça, de l'individualisme? L'individualisme a effectivement de la place. Est-ce que c'est une prise de pouvoir? Je ne sais pas si j'emploierais ces termes-là. En tout cas, on pense à soi et effectivement, rencontrer l'autre et de quelle manière on veut rencontrer l'autre, c'est des questions qui sont aujourd'hui émergentes. Et alors, la fin du couple, comment on fait pour éviter que la fin du couple, parce que c'était de recomposition, on a un taux de séparation qui est très important, comment on fait pour éviter de s'étriper? Comment il faut faire pour que ça se passe bien? Oui. Une bonne séparation, une séparation bien gérée, mais elle est bien gérée comment? Elle est bien gérée comment?
Une séparation, en tout cas, alors ça dépend dans quel contexte on se sépare aussi. Je crois qu'il y a différents enjeux en fonction du contexte dans lequel on se sépare, en fonction de ce que l'on a construit aussi dans son couple. Je crois que ce qui est important, c'est... alors, ça dépend effectivement du contexte. Donc, je la mets sur le grill ce soir, c'est un truc de fou. Là. Alors, dans l'idée de s'étriper, en tout cas, je pense que c'est tout l'enjeu de pouvoir rester dans quelque chose de sain et de, malgré le conflit ou malgré la difficulté à parler avec l'autre. C'est quoi le mécanisme qui fait qu'on va détester quelqu'un qu'on a aimé avant ? Il y a un mécanisme là, la haine, l'amour, qu'on passe de l'un à l'autre. C'est quoi le mécanisme qui fait ça là ? Eh bien, effectivement, c'est que l'autre ne répond plus aux attentes qu'on pouvait avoir de cette idée de faire couple. C'est une question de déception intérieure en fait ? Ou en tout cas, il se joue aussi la déception de ne pas avoir réussi. Il y a une forme d'échec. Je n'ai pas réussi à faire couple avec cette personne. Et là, il y a aussi peut-être l'estime de soi et la confiance en soi qui rentrent dans ces enjeux-là. J'ai essayé et je n'y suis pas parvenue. Comment je fais maintenant pour être résilient et pour pouvoir me séparer de cette personne ? On se sépare à deux aussi, c'est pas en tout cas que la faute de l'un et que la faute de l'autre. On se fait larguer, mais si on se fait larguer, c'est pour aussi des raisons de choses qui se passent dans le couple. On se sépare à deux. Comment on évite la haine ? Comment on est des grandes personnes pour le faire bien ? Comment il faut faire ? On ne l'évite pas la haine, c'est en tout cas... On évite les effets de la haine. On évite les comportements. Les comportements en tout cas, générés par la haine. Oui, générés par la haine. La haine et la colère sont des émotions et elles sont humaines. Ouais. Elles sont normales à éprouver et elles sont efficientes dans un... Elles ont leur utilité, sinon elles ne seraient pas là. Exactement. Oui, elles sont efficientes dans une forme de séparation et pour pouvoir se détacher de l'autre, il faut aussi pouvoir être en colère contre l'autre et pouvoir peut-être des fois le détester. Savoir s'en rendre compte. Oui. Mettre un mot dessus, se rendre compte de pourquoi, de manière à maîtriser et puis à gérer. C'est ça. Et là, c'est toutes les stratégies comportementales et cognitives qu'on va pouvoir engager pour essayer d'être dans la maîtrise et dans la gestion de ses émotions vis-à-vis de l'autre et ne pas aller jusqu'à s'étriper, justement. Oui, tout à fait. Bon, Coralie Mollet. Où est-ce qu'on vous trouve ? Comment on vous trouve ? On me trouve bien. On me trouve sur Internet, en tapant mon nom sur Internet. Donc, Coralie facile, Mollet, M-O-L-L-E-T. Et alors un seul L. Un seul L, pardon, excusez-moi, je prends mon stylo, je corrige maintenant. Pas de souci. Et on me trouve bien à la maison de santé d'Agonac. Ah voilà, à Agonac, à la maison de santé. Coralie, merci d'être venue. Merci à vous de m'avoir invitée. À bientôt, au revoir. Au revoir. Famille, justice, enfance.